À la fin de la fête de fin d'année de mon entreprise, je suis rentré pour trouver mon fils effondré devant la porte. Mon frère était appuyé contre le mur, haussant les épaules, je l'ai juste corrigé et mes parents sont sortis, froids, ils le méritaient, tremblante, j'ai appelé les secours. Mais quand le secouriste a vu mon frère, il s'est figé et a chuchoté, « Madame. Est-ce vraiment votre frère ?» Parce qu'en fait, la fête de fin d'année de l'entreprise venait tout juste de se terminer lorsque je suis sorti du garage du centre-ville de Raleigh, sous une pluie verglaçante. Je suis Kendra Walsh, 36 ans, chef de projet senior dans une grande entreprise pharmaceutique ici, en Caroline du Nord. Mère célibataire. Mon fils de 8 ans, Mason, reste généralement chez mon père quand j'ai des événements tardifs. J'ai tourné dans notre rue calme, les phares balayant le porche d'entrée, et tout s'est arrêté. Mason était effondré sur la marche supérieure, comme une poupée cassée. Le corps tordu, le visage d'une blancheur de craie, les lèvres violettes, la poitrine bougeant à peine. Mon frère était appuyé contre le mur, les bras croisés, un sourire en coin aux lèvres. Juste du chahut, a-t-il dit en haussant les épaules. Mon père et sa femme sont sortis derrière lui, calmes comme un dimanche matin. Il va bien, a dit papa. Les garçons tombent. J'ai heurté le béton mouillé à genoux, ma robe se trempant instantanément, mes doigts tremblant si fort que je pouvais à peine composer le 911. Mon fils ne bouge pas. Il a 8 ans. S'il vous plaît, faites vite. L'ambulance est arrivée en crissant, 9 minutes interminables plus tard. L'ambulancier en chef a jeté un seul coup d'œil à mon frère, le visage vidé de son sang, et m'a tiré à l'écart. Madame, c'est vraiment votre frère, a-t-il chuchoté. Parce qu'il y a 3 ans en Géorgie, je suis arrivé sur exactement la même scène, et ce type se tenait exactement au même endroit, arborant exactement le même sourire en coin. Si vous avez déjà pensé que le sang ne ferait jamais de mal au sang, cette histoire va vous faire changer d'avis. Écrivez votre ville ou juste le mot au dingue dans les commentaires si vous êtes déjà accroché. Je lis chacun d'entre eux. Et maintenant, laissez-moi vous raconter la suite. J'ai claqué la portière de la voiture et j'ai couru sous la pluie verglaçante, mes talons dérapant sur le béton mouillé. La lumière du porche était allumée, mais la maison semblait anormale, trop immobile. Mason était étalé sur la marche supérieure comme un jouet jeté au rebut. Son corps de 8 ans tordu sous un angle non naturel. Visage blanc comme de la craie, lèvres violettes. Sa poitrine se soulevait par petits soubresauts désespérés. Une chaussure manquante. Sac à dos toujours sur lui. Carter était appuyé contre le mur de briques. Les bras croisés, ce sourire paresseux qu'il portait depuis le collège. On s'amusait juste, a-t-il dit en haussant les épaules. Les enfants sont dramatiques. Papa est sorti du couloir, son ombre, sa femme, juste derrière lui dans sa robe de chambre en soie. Il va bien, a dit papa, la voix plate. Les garçons jouent brutalement. Sa femme a hoché la tête. Il a probablement juste le souffle coupé. Mon sac à main a heurté le sol. Je me suis laissé tomber à genoux près de mon fils, la pluie trempant ma robe, les doigts tremblants alors que je cherchais un pouls à son cou. Faible, filant, mais présent. J'ai fouillé pour trouver mon téléphone, glissant 2 fois avant de réussir à faire le 911. Mon fils de 8 ans s'est effondré sur le porche. Il respire à peine. S'il vous plaît, faites vite. L'opératrice m'a gardé en ligne. Des questions calmes auxquelles je répondais en pilote automatique, tout en gardant une paume sur la poitrine de Mason, comptant les minuscules soulèvements. Les sirènes ont finalement hurlé dans la rue 9 minutes plus tard, ce qui m'a semblé durer 90 minutes. 2 ambulanciers ont jailli du véhicule. Le chef s'est agenouillé immédiatement, son badge indiquant Ryan Carter, EMTP. Son partenaire a saisi la civière et l'oxygène. Ryan a vérifié les pupilles, a cherché le pouls, puis a levé les yeux vers mon frère, appuyé nonchalamment contre le mur, son visage vidé de toute couleur. Il s'est levé lentement, a marché vers moi, et a baissé la voix pour que je sois la seule à entendre. « Madame, c'est vraiment votre frère ?» J'ai hoché la tête, confuse. Il a regardé le porche, puis moi à nouveau. Parce qu'il y a 3 ans en Géorgie, je suis intervenu sur un appel qui ressemblait exactement à ça. Même effondrement, même histoire de jus d'orange, même sourire en coin. Et ce type se tenait exactement au même endroit. Le sourire de Carter a vacillé pendant une demi-seconde, puis est revenu, plus dur. Ryan s'est tourné vers son partenaire. Priorité 1,
possible overdose intentionnelle. Possible maltraitance d'enfants. On y va. Ils ont soulevé Mason sur le brancard, si petit contre les sangles oranges et les rails argentés. Je suis monté à l'arrière sans demander. Ryan ne m'a pas arrêté. Alors que les portes se fermaient, j'ai regardé par la petite fenêtre arrière. Carter était déjà sur son téléphone, ses pouces volant sur l'écran. Papa et sa femme se tenaient à côté de lui, les bras l'un autour de l'autre, regardant l'ambulance disparaître comme s'il s'agissait de l'urgence de quelqu'un d'autre. À l'intérieur de l'ambulance, Ryan a branché Mason au moniteur, a posé une perfusion, gardant sa voix basse tout le long du trajet. J'ai témoigné dans cette affaire en Géorgie, a-t-il dit. Un garçon de 9 ans. Même dose élevée de diphénhydramine. Même schéma d'échymose. La belle-mère a dit qu'il était maladroit. Les charges ont été abandonnées pour un vice de forme. La famille a disparu la semaine suivante. J'ai entendu dire qu'ils avaient déménagé vers l'Est. Je n'aurais jamais pensé revoir ce visage. La sirène hurlait à travers les feux rouges. La main de Mason était glacée dans la mienne. Ryan a jeté un coup d'œil au moniteur cardiaque, puis à moi. Votre frère voyage beaucoup ? Je ne pouvais pas répondre, parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que le sourire n'était pas paresseux, il était répété. Le médecin traitant est entré dans le couloir juste au moment où le ciel derrière les fenêtres devenait gris pâle. Elle s'est présentée comme le docteur Lorenay, 42 ans, chef des urgences pédiatriques au Wake Med Children's Hospital. Sa voix était calme mais portait le poids de trop de nuits comme celle-ci. Votre fils respire par lui-même maintenant, a-t-elle dit en me conduisant dans une petite salle de consultation. Nous avons pompé son estomac, commencé une hydratation intraveineuse agressive et administré du charbon actif. Les analyses sanguines montrent de la diphénhydramine à des niveaux de surdose adulte, plus de la codéine, combinée à une déshydratation sévère. De plus, les multiples échymoses à divers stades de guérison nous obligent, selon la loi de Caroline du Nord, à déposer un signalement immédiat au service de protection de l'enfance et à informer les forces de l'ordre. J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. Elle a hésité. Mason demande à vous voir. Il est réveillé. Je suis entré dans la chambre 412 sur des jambes qui semblaient ne pas m'appartenir. Mon petit garçon avait l'air incroyablement petit dans ce lit de taille adulte, des fils courant depuis ses bras, des lunettes à oxygène dans son nez, les moniteurs bipant régulièrement, mais trop vite. Quand il m'a vu, son menton a tremblé. Maman. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai pris sa main froide dans mes deux mains. Il a commencé à parler dans un murmure rauque, les yeux écarquillés comme s'il avait peur d'être celui qui devait me réconforter. Carter a dit que c'était du jus d'orange spécial pour les grands. Il a dit que si je ne le buvais pas, il dirait à tout le monde que je fais encore pipi au lit. Ça avait un très mauvais goût, comme un médicament. Puis mes bras et mes jambes sont devenus lourds et je ne pouvais plus tenir debout. Il m'a traîné jusqu'au porche et m'a poussé en bas de la marche supérieure pour que tu me voies tomber quand tu rentrerais à la maison, a-t-il dit. Il a dit, comme ça, tu pleuras et tu auras l'air folle, et l'argent de grand-père sera à lui. J'ai ressenti chaque mot comme un coup de couteau distinct. Les yeux de Mason se sont remplis de larmes. J'ai essayé d'être courageux, maman. Je suis désolé de l'avoir bu. J'ai pressé sa main contre ma joue pour qu'il ne me voie pas craquer. Tu as tout fait correctement, mon bébé. Tout. Une infirmière est entrée pour ajuster la perfusion. J'ai embrassé son front et je suis retourné dans la salle d'attente. Carter faisait défiler son téléphone, les pieds sur une chaise. Papa lisait un vieux magazine People comme si c'était un mardi normal. Tamara sirotait un café de distributeur automatique, les jambes croisées, calme comme toujours. Je me suis arrêté devant mon frère. Qu'est-ce qu'il y avait dans le jus d'orange? Carter n'a pas levé les yeux. Rien. Les enfants sont dramatiques. Papa a fermé le magazine. Kendra, tu es épuisé. Carter jouait juste. Tamara a ajouté, Mason a toujours été sensible. Tu travailles trop. J'ai fixé l'homme qui me poussait autrefois sur la balançoire en pneu dans le jardin. Il a 8 ans et tu appelles un empoisonnement un jeu, Carter a finalement croisé mon regard, le sourire en coin toujours là. Prouve-le. Cette simple phrase a brisé quelque chose en moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de la seule personne capable de transformer, prouve-le, en une condamnation à perpétuité. Marcus a décroché à la première sonnerie. C'est moi, ai-je dit,
la voix tremblante de rage. Pas de peur. J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Carter Walsh. Relevé bancaire, voyage, achat, message, téléphone jetable, tout, à partir de ce soir. Marcus n'a pas demandé pourquoi. Il a juste dit, envoie-moi une photo de son permis de conduire. J'aurai le premier dossier dans 6 heures. J'ai raccroché et j'ai regardé les 3 personnes qui partageaient mon nom de famille. Sortez de cet hôpital, leur ai-je dit. Ne revenez pas. N'appelez pas. N'envoyez pas de SMS. Vous avez fini ici. Carter s'est levé en s'étirant comme s'il avait tout le temps du monde. Bonne chance avec ça, sœurette. Ils sont partis sans se retourner. Je suis retourné dans la chambre de Mason, j'ai tiré la chaise aussi près que les rails le permettaient, et j'ai tenu sa main jusqu'au lever du soleil. Mon téléphone a vibré contre la coudoir en plastique alors que Mason dormait enfin, dissipant les derniers sédatifs. Je me suis glissé dans le couloir pour que la sonnerie ne le réveille pas. Marcus ne s'est pas embarrassé d'un bonjour. Partage d'écran avec moi. Maintenant. J'ai ouvert le lien sécurisé qu'il a envoyé. Le premier dossier était simplement étiqueté Carter Master. Le premier document était une page scannée du trust révocable entre vifs de notre grand-père, révisé il y a 3 mois lorsque ses poumons ont commencé à faiblir. Page 9, paragraphe 14b. Je l'ai lu 2 fois avant que les mots ne s'imprègnent. Si à tout moment le bénéficiaire principal, Mason Walsh, est déterminé par 2 médecins agréés de Caroline du Nord comme souffrant d'une condition physique ou psychologique chronique qui entrave sa capacité à gérer des biens, la totalité du capital de 4 200 000 $ sera immédiatement dévolue au prochain descendant masculin éligible, Carter Walsh, libre de tout trust. Carter avait photographié la page lui-même. Les métadonnées montraient que la photo avait été prise à l'intérieur du bureau administratif de la maison de retraite à Greensboro, à 92 miles à l'ouest de Raleigh. Les images de sécurité que Marcus a récupérées montraient mon frère entrant, portant un sweat à capuche duc, signant le registre des visiteurs en tant que membre de la famille pour une course rapide, et repartant 27 minutes plus tard. Cette même semaine, il a acheté un téléphone jetable dans un Walmart à Durham. En espèces. Cette même nuit, il a fait le plein de sa Civic noire et a conduit vers le sud. Premier arrêt, Macon, Géorgie. 420 miles, 6h30. Il s'est enregistré au Scottish Inn sous le nom de C. Reed. Payé 3 nuits en espèces, parti après une. Le lendemain après-midi, un garçon de 9 ans s'est effondré sur le parking d'un Dollar Général après avoir bu du soda à l'orange gratuit offert par un étranger amical. L'hôpital a trouvé de la diphénhydramine à des niveaux presque toxiques. La mère a juré que l'enfant n'avait jamais pris de médicaments. Affaire classée comme ingestion accidentelle. Deuxième arrêt, Montgomery, Alabama. 380 miles plus loin. Fausse pièce d'identité différente. Même paiement en espèces. Un enfant de 8 ans a un programme de lecture d'été à la bibliothèque s'est vu offrir un punch spécial. Même effondrement. Même drogue. Même enquête vide. Troisième arrêt, Birmingham. Même schéma. Quatrième arrêt, Lexington, Kentucky. Cinquième arrêt, Chattanooga, Tennessee. À chaque fois, Carter changeait la dose de quelques milligrammes, changeait la boisson utilisée, changeait le lieu. Il calibrait, s'entraînait, perfectionnait la recette qui ferait s'effondrer un enfant en bonne santé assez longtemps pour déclencher des évaluations psychiatriques sans le tuer, car un bénéficiaire mort hérite quand même. Marcus avait les relevés de télépéage, la vidéosurveillance des stations-service montrant Carter mettant de l'essence seul, la surveillance de la pharmacie le montrant achetant du Benadryl force adulte en espèces, les journaux des cartes magnétiques des motels montrant qu'une seule personne entrait dans ces chambres. Pas de deuxième conducteur, pas de complice à la caméra, juste Carter. Papa et Tamara n'ont jamais roulé avec lui, 0 miles. Il ne savait pas jusqu'à ce qu'il rentre du voyage en Géorgie, se vantant autour d'un dîner de steak que la phase 1 avait fonctionné parfaitement. Ils ont écouté, n'ont posé aucune question, et lorsque quelqu'un mentionnait plus tard ces étranges effondrements aux informations, ils changeaient de sujet. Ils n'ont jamais aidé à planifier. Ils n'ont jamais aidé à acheter les médicaments. Ils n'ont jamais touché aux autres garçons, mais ils l'ont protégé quand même. Le dernier message de Marcus est apparu alors que je fixais encore la chronologie. Il attendait que Mason soit assez vieux pour déclencher la clause de révision médicale. Ton fils a toujours été l'examen final. J'ai fermé le téléphone,
Je suis retourné dans la chambre 412 et j'ai regardé mon enfant de 8 ans endormi. Carter avait passé 3 mois à se transformer en empoisonneur itinérant juste pour voler de l'argent qui n'a jamais été le sien. Et mon propre père a choisi de regarder ailleurs. J'ai laissé Mason avec 2 adjoints en civil que l'hôpital a assignés après le placement en garde à vue des services sociaux, et j'ai pris le vol de 6h05 au départ de RDU. Premier arrêt, Hartsfield-Jackson, Atlanta. J'ai loué une Camry grise avec ma nouvelle carte d'entreprise et j'ai conduit les 420 miles jusqu'à Macon, en Géorgie, d'une seule traite. La mère m'a rencontré sur le parking d'un Chick-fil-A près de LI 75. Ses mains tremblaient alors qu'elle me remettait une déclaration sous serment notarié et une clé USB. Son fils, maintenant âgé de 11 ans, restait sur la banquette arrière derrière elle, me fixant avec des yeux qui en avaient trop vu. Carter se faisait appeler Chris, a-t-elle dit. Il a donné à mon garçon une bouteille de Fanta orange dans le parc. 10 minutes plus tard, il est tombé comme une pierre. Les médecins ont dit que c'était le niveau de diphénhydramine le plus élevé qu'ils aient jamais vu chez un enfant vivant. La police a appelé ça un accident. Je savais que ce n'en était pas un. La clé USB contenait des images de sonnette Ring. Carter dans un sweat à capuche gris, souriant, tendant la bouteille, s'éloignant en sifflant. Deuxième arrêt, Montgomery, Alabama. J'ai atterri à MGM, loué une autre voiture, conduit les 380 miles. La mère m'a rencontré à un Cracker Barrel près de l'autoroute. Elle a fait glisser une enveloppe manille scellée avec du ruban adhésif de preuve. À l'intérieur, dossiers médicaux, rapport de toxicologie et un reçu de pharmacie que Carter avait accidentellement laissé tomber dans la poubelle, récupéré par un concierge qui trouvait cela suspect. Son fils, maintenant âgé de 12 ans, a eu des terreurs nocturnes pendant 18 mois après avoir bu du punch spécial offert par un homme gentil à la bibliothèque. Elle avait gardé la bouteille vide dans un sac de congélation. Un nouveau test en laboratoire commandé par Marcus a montré des résidus de diphénhydramine et de codéine. Chaîne de possession intacte. Troisième arrêt, Lexington, Kentucky. J'ai atterri à l'aéroport Bluegrass, loué une 3e voiture, conduit la distance restante. Le père m'a rencontré au bord du trottoir, le regard dur. Son fils avait 9 ans quand Carter a offert des échantillons de limonade gratuite sur le porche. Ils m'ont remis la carte SD de la sonnette Ring, la feuille de prélèvement originale de l'hôpital avec les niveaux de drogue, les dossiers de thérapie du garçon et une déclaration notariée. La voix du père ne s'est brisée qu'une seule fois. Dites à ce salaud qu'il n'a pas gagné. 4e arrêt, Chattanooga, Tennessee. J'ai conduit directement depuis Lexington, 6 heures de plus. La famille m'a invité dans son salon. Le garçon, maintenant âgé de 10 ans, était assis sur le canapé, serrant un dessin qu'il avait fait de l'homme gentil avec la glacière bleue. Les parents m'ont donné la glacière elle-même, toujours scellée dans un sac de preuves, la bouteille de Gatorade vide à l'intérieur, le rapport de laboratoire confirmant la même signature chimique. Ils ont également remis une 2e carte SD, la surveillance de la station-service montrant Carter remplissant la glacière de glace et de médicaments en poudre à 2h14 du matin la veille. Chaque famille m'a donné exactement les 3 mêmes choses, une déclaration sous serment notarié, une preuve médicale originale, une vidéo horodatée de Carter agissant complètement seul. Chaque reçu était payé en espèces. Chaque journal de clé de motel ne notait qu'un seul occupant. Chaque relevé de télépéage ne montrait que sa Civic noire. Je suis rentré chez moi avec 4 boîtes de preuves scellées, 4 clés USB et un estomac blindé. De retour à Raleigh, Marcus m'a retrouvé dans une unité de stockage climatisée qu'il avait louée sous une société écran. Nous avons tout étalé sur une table pliante, déclaration sous serment par ordre chronologique, chronologie médicale, carte avec code couleur par état, épingle rouge et journaux kilométriques exacts, historique des commandes Amazon obtenues par assignation, bornage des tours cellulaires du téléphone jetable. La pièce finale était un message vocal que Carter avait laissé à l'avocat de la famille 3 mois plus tôt, récupéré dans la sauvegarde cloud de l'avocat. Et, Monsieur Ellison, petite hypothèse rapide. Si mon neveu recevait un diagnostic genre anxiété sévère ou quelque chose comme ça, et que 2 médecins signaient qu'il ne pouvait pas gérer l'argent. Le trust me reviendrait automatiquement, non? Je demande juste pour un ami. L'avocat l'avait gardé au cas où. À la fin de ces 15 jours, j'avais un dossier fédéral de 5 pouces d'épaisseur. Marcus m'a conduite au bureau local du FBI sur New Bern Avenue. Nous avons porté les boîtes à l'intérieur ensemble et les avons remises à l'agent spécial Monica Reyes. Elle a feuilleté le dossier du dessus,
m'a regardé et a dit les seuls mots que j'avais besoin d'entendre. C'est du béton. On prend le relais à partir d'ici. Je suis sorti en sachant que la machine était lancée. Carter pensait encore qu'il était intouchable. Il n'avait aucune idée que la tempête était déjà au-dessus de sa tête. La soirée des Pharma Innovation Awards est arrivée avec un froid intense de décembre et un ciel plein d'étoiles. Je me tenais dans la loge du Raleigh Convention Center, lissant ma robe en soie bleu nuit une dernière fois. Mon reflet semblait calme. À l'intérieur, chaque nerf était en feu. L'invitation avait été envoyée 10 jours plus tôt, papier cartonné crème simple, lettrage doré, opportunité de photos de famille et toast au champagne en l'honneur de l'anniversaire de Gregory Walsh. Ils ont répondu présent en moins d'une heure. Carter a franchi l'entrée privée à 18h42. Costume Tom Ford noir impeccable, pochette blanche, cheveux plaqués en arrière comme s'il défilait sur un podium. Il m'a embrassé la joue avec ce même sourire paresseux. Grande soirée, sœurette. Fier de toi. Papa a suivi dans un smoking bleu marine, le bras de Tamara passé au sien. Elle portait du satin émeraude qui accrochait toutes les lumières. Ils ont posé pour le photographe officiel que j'avais engagé. Lentille calibrée par le FBI, 48 mégapixels, horodatée. Carter a passé un bras autour des épaules de papa, a montré des dents parfaites, a ri à quelque chose que Tamara a chuchoté. La photo ressemblait à la famille américaine parfaite. Je les ai conduits à la table VIP ronde, en plein centre, et j'ai levé ma flûte pour un toast. Au nouveau départ. Carter a trinqué le plus fort. Au nouveau départ. Les lumières ont baissé pour la vidéo d'ouverture. 400 cadres, investisseurs et journalistes remplissaient la salle. Et les caméras de Spectrum News tournaient en direct. Le flux de mon entreprise comptait déjà 60 000 spectateurs simultanés. Mon patron est monté sur scène, a passé en revue les sponsors, puis s'est tourné vers moi avec un large sourire. Et notre employé de l'année 2025 pour la deuxième année consécutive, Kendra Walsh. Le projecteur m'a frappé. Les applaudissements ont tonné. J'ai monté les 3 marches, accepté le trophée en cristal et me suis avancé vers le micro. Le mur LED de 200 pouces derrière moi a clignoté en blanc pur. J'ai souri, le sourire que j'avais pratiqué jusqu'à ce que mes joues me fassent mal. Ce prix n'est pas le mien, ai-je dit, la voix stable. Il appartient à chaque enfant qui a déjà été blessé par quelqu'un en qui il avait confiance. Première diapositive, Carter a 19 ans, capuche relevée, payant en espèces pour du Benadryl à Mâcon. Deuxième, Carter a 20 ans, tendant la bouteille rouge à Montgomery. Troisième, Carter a 21 ans, s'éloignant à Lexington. Quatrième, Carter a 22 ans, versant de la poudre à Chattanooga. Cinquième, Carter il y a 3 mois, photographiant la clause du trust. Sixième, la clause elle-même, surlignée. Septième, son texto à l'avocat. 400 personnes ont retenu leur souffle en même temps. 4 jeunes hommes se sont levés de différentes tables. 14, 15, 16 ans. Maintenant, ils se sont tournés et ont pointé la table VIP dans un ensemble parfait. C'est l'homme qui m'a empoisonné, a dit le garçon de Géorgie, sa voix portant à travers la salle silencieuse. Le garçon d'Alabama s'est avancé. Il me l'a fait à moi aussi. Le garçon du Kentucky et celui du Tennessee fixaient simplement, les larmes coulant. La flûte de champagne de Carter a glissé de ses doigts et a explosé sur le marbre. Son sourire a disparu. Son visage est devenu blanc mortel. Il m'a regardé, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Puis il a crié, d'une voix brute et déchiquetée, mon plan était parfait. Il a détalé, renversant des chaises, sprintant vers la sortie latérale. 2 agents en smoking lui ont coupé la route au niveau des genoux. Il a heurté le sol durement. Les menottes ont cliqueté. Papa a surgi. C'est mon fils. Tamara a saisi son bras, hurlant mon nom, essayant de tirer Carter loin des marshals. 4 autres agents sont intervenus. Papa a été menotté pour obstruction. Tamara pour complicité après le fait. Carter se tordait sur le sol, le visage violet, postillonnant. Tu m'as piégé, espèce de jalouse. Un agent a plaqué son visage contre le sol. Le compteur du direct a dépassé les 5 millions et continué de grimper. J'ai regardé droit dans la caméra la plus proche. C'est ce qui arrive quand vous essayez de détruire un enfant pour de l'argent. La salle a éclaté dans le chaos, flash, cris, téléphone tenu haut.
Carter a été traîné dehors, hurlant toujours, papa et Tamara en larmes derrière lui. Je suis resté sur scène jusqu'à ce que la dernière menotte se referme. Puis je suis parti, le trophée dans une main, l'avenir de Mason dans l'autre. 11 mois plus tard, le palais de justice fédéral du centre-ville de Raleigh a rendu les verdicts finaux sous un ciel froid de décembre. Carter Walsh, 23 ans, se tenait là en tenue orange pendant que le greffier lisait les chefs d'accusation, 5 tentatives de meurtre par empoisonnement traversant les frontières des États, transport interétatique de substances contrôlées avec intention de nuire à des mineurs, fraude électronique et complot pour frauder un trust. Le juge a regardé par-dessus ses lunettes et l'a condamné à 40 ans au pénitencier d'Atlanta, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Carter n'a pas bronché. Il m'a juste fixé tout le temps, les lèvres retroussées dans le même sourire en coin jusqu'à ce que les marshals l'emmènent. Tamara Walsh, 39 ans, avait accepté un plaidoyer la semaine précédente. 8 ans à la prison fédérale de Tallahassee pour complicité après le fait et non-dénonciation de maltraitance grave sur enfant. Elle a pleuré quand la sentence a été lue. Le mascara coulant sur ses joues, suppliant le juge de la laisser dire au revoir à son fils. Demande refusée. Gregory Walsh, 59 ans, s'est tenu en dernier. L'homme qui m'a appris à faire du vélo portait maintenant des menottes et avait l'air d'avoir pris 10 ans. Non-dénonciation de crime. 6 ans à la prison fédérale de Butnello. Il a gardé la tête baissée tout le temps. Quand le marteau est tombé, il a finalement levé les yeux vers moi. J'ai croisé son regard et je me suis détourné. Le trust a été dissous la même semaine en vertu des lois sur les transferts frauduleux de Caroline du Nord. La totalité des 4 200 000 $ a été transférée dans un nouveau trust irrévocable pour besoins spéciaux, avec Mason comme seul bénéficiaire et moi comme seule administratrice. Un jury civil séparé a ajouté 3 millions de dommages-intérêts punitifs garantis sur tous les gains futurs que Carter pourrait jamais réaliser. J'ai rempli les papiers pour changer nos noms légaux le jour où l'encre a séché. Mason et Kendrae. Nouveau certificat de naissance, nouveau numéro de sécurité sociale, nouveau tout. Nous avons déménagé à 3 heures à l'ouest, dans une rue calme à l'extérieur de Charlotte où personne ne connaît notre ancien nom. Nouvelles écoles, nouveaux pédiatres, nouveaux thérapeutes spécialisés dans le rétablissement des traumatismes infantiles. Mason se réveille encore certaines nuits en hurlant le nom de Carter, mais les cris deviennent plus calmes. Il a commencé le baseball de voyage au printemps. Quand il a frappé son premier grand chelem et a passé la 3e base, il m'a pointé du doigt directement dans les gradins et a souri si largement que l'entraîneur a dit que son visage pourrait se fendre. J'ai pleuré plus fort que la nuit où tout a commencé. Papa a écrit une fois depuis la prison, 3 pages manuscrites expliquant comment il voulait seulement maintenir la paix dans la famille et n'a jamais voulu que quelqu'un soit blessé. J'ai lu le premier paragraphe, j'ai marché jusqu'au foyer dans le jardin, et j'ai brûlé le reste. Mason a fait griller des guimauves sur les cendres et a demandé si la lueur orange était jolie. Je lui ai dit que c'était le plus joli feu qu'on ait jamais eu. La carte d'anniversaire de prison de Tamara est arrivée en juin. J'ai écrit « Retour à l'envoyeur », personne inconnue à cette adresse, en travers de l'enveloppe au marqueur rouge, et je l'ai remise dans la boîte aux lettres. L'appel de Carter a été rejeté dans une opinion de 21 pages qui qualifiait sa conduite de « parmi les plus calculées et dépravées que ce circuit ait vu ». Les 4 autres garçons, maintenant adolescents, ont lancé un serveur Discord privé qu'ils ont nommé les 5. Ils jouent à Fortnite, échangent des cartes de baseball et parfois, quand les cauchemars frappent, ils parlent. Ils m'appellent tante Kendra, même si nous ne sommes pas apparentés. Ils appellent Mason petit frère. Ils sont la famille maintenant. J'ai gardé mon travail. Ils m'ont donné un titre plus important, un bureau d'angle avec de vraies fenêtres et des jours de télétravail illimités. Avec la première subvention issue du règlement, j'ai lancé le Safe Haven Trust, un financement d'urgence anonyme pour les parents célibataires dont les enfants sont ciblés par des proches. La première année, nous avons aidé 41 familles à déménager, changer de nom et disparaître en toute sécurité. Certains soirs, je m'assois sur le porche arrière en regardant Mason chasser les lucioles à travers le jardin. Il en attrape une, la couvre doucement, court vers moi et la tient à hauteur de mon visage. Regarde, maman. Elle brille encore. Nous ouvrons nos mains ensemble et regardons la minuscule lumière s'élever dans l'obscurité. Libre. Si vous écoutez ceci et que quelqu'un dans votre famille fait du mal à votre enfant, écoutez-moi. Vous n'êtes pas fou. Vous ne réagissez pas de manière excessive. Vous n'êtes pas seul. Enregistrez tout. Sauvegardez tout.
Battez-vous comme si la vie de votre enfant en dépendait, parce que c'est le cas. Parce que parfois, le monstre ne se cache pas sous le lit. Parfois, il est assis à votre table de dîner, portant le visage de quelqu'un que vous appeliez autrefois frère. Et parfois, la justice arrive, mais seulement si vous êtes assez courageux pour la traîner dans la lumière. Mason vient d'accourir, les genoux tachés d'herbe, un bocal plein de lucioles. On peut les laisser partir maintenant? Oui, mon bébé. Laisse-les partir. Nous avons dévissé le couvercle ensemble et avons regardé chacune d'elles clignoter dans le ciel nocturne.